Alors, qui je suis? Je suis Lydia Bourguignon. Je travaille avec Claude Bourguignon, mon mari, dans un laboratoire d'analyse microbiologique des sols. On est basé au nord de Dijon, près de Marais, le village s'appelle Marais-sur-Tille, mais on travaille en France, en Europe et même dans le monde. On a travaillé beaucoup aussi pour des ONG et on a commencé en 89, après avoir quitté l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique. Moi j'étais en fait à l'autre bout de la chaîne parce que Claude était microbiologie des sols et moi je travaillais sur la qualité des aliments de l'homme. Et déjà en 89 et même avant, on voyait que les choses n'allaient pas et que l'agriculture n'était pas déjà respectueuse et qu'elle était de plus en plus déviée. D'autant plus qu'on avait rencontré en 82, même 1980, Suzanne et Victor Michon qui avaient une structure près de Beaujeu et qui englobait, avait une synthèse pour la nature, pour la nourriture, pour le bien-être des animaux, pour faire déjà des maisons passives. En fait, ils étaient vraiment dans une réflexion de biodiversité et de respect. C'était très universel. Et ça nous a... Enfin, moi, ça m'a beaucoup changé. Donc, qui je suis? Donc, Claude Bourguignon, formation Agro Paris. Donc, j'ai fait ma 3e année en microbiologie des sols, j'étais tout seul, donc c'était bien. Et en sortant, il n'y avait qu'un seul laboratoire de microbio à l'INRA, c'était Dijon. C'est là que j'ai rencontré Lydia et qu'on s'est mariés. J'ai travaillé donc sur l'activité biologique, mis au point une méthode de mesure de l'activité biologique des sols et on voyait que les sols étaient tous en train de perdre leur fertilité. Donc avec Lydia, on a décidé en 89 de se défonctionnaliser et nous avons créé le laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Et on a fait depuis plus de 10 000 analyses de sol à travers le monde, ce qui nous permet de développer cette notion de vocation de sol et d'aider les agriculteurs à cultiver ce qu'il faut là où ils sont. Parce que beaucoup d'agriculteurs cultivent des choses pas du tout adaptées à leur sol. Qu'est-ce qui pour nous est la définition d'un terroir? Pour nous, un terroir, c'est 4 choses. C'est un climat. Par exemple, dans le cas du vin, il nous faut un climat tempéré, avec le printemps peuvent être pourris, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'un mois avant la vendange, on ait des belles journées chaudes et des nuits froides pour avoir une maturité phénolique qui nous permet d'arriver à la création d'un grand vin. La deuxième dimension, c'est... Un troisième, là. Non, j'ai dit climat. 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 Deuxième, la topographie. Ça, on sait que, par exemple, si on veut faire un grand vin, il faut de la pente, parce que la pente permet au sol de se réessuyer plus vite, donc au sol de se réchauffer plus vite, donc au vin d'être à maturité meilleure. Et la topographie permet l'orientation. Par exemple, si on veut faire du maraîchage, il ne faut pas des pentes trop fortes, mais il faut quand même une pente exposée au sud, pas au nord. Ensuite, il y a la géologie. Alors la géologie, elle se divise en 3 grands types de roches. Les roches métamorphiques, qui sont donc les schistes majoritaires sur la planète, 75% des roches. Il y a les roches calcaires, enfin sédimentaires, et les roches volcaniques. Alors les roches sédimentaires, c'est à peu près 7% des roches du monde, et les roches volcaniques ou magmatiques, c'est à peu près 3-4%. Et ça, la roche, on ne peut pas la changer. Hein. On hérite de la roche, on est donc soit sur des sols acides, soit des sols calcaires. Et ça va définir aussi le type de culture qu'on va faire en fonction de la nature géologique. Et puis enfin, la dernière, c'est le sol. C'est la dernière dimension du terroir et l'activité microbienne du sol et le type de microbes qu'il y a dans le sol va totalement diriger le côté gustatif de ce que l'on va produire. C'est-à-dire sans un sol mort, le hors-sol n'a pas de goût, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de vie dedans. Si on veut qu'un aliment ait du goût, il faut absolument que le sol soit vivant, parce qu'on va voir que c'est les microbes qui permettent la création des arômes.
Et moi, j'aimerais rajouter quelque chose dans la notion, parce que là, c'est aussi une définition, je dirais, de ce qu'on appelait autrefois la vocation d'un sol. Un sol, en fonction de tout ce que vient de dire Claude, ben en fait, il va avoir une vocation ou pour faire du maraîchage, ou pour faire de la céréale, ou pour mettre des bêtes, ou pour faire de la vigne. Et la notion de terroir, pour moi, il y a quelque chose, parce que effectivement, on peut, il y a une moyenne, mais la notion de terroir, on pourrait parler de haut lieu, un endroit, et c'est pour ça que c'est rare le terroir, c'est un endroit où en fait on augmente, puisqu'en Bourgogne dans le vin, on a fait des crus, des premiers crus, puis des grands crus. Un premier cru, ça peut être un terroir quand même, parce que c'est déjà bon, même un cru. Mais un grand cru, c'est au-delà, c'est-à-dire c'est un haut lieu. On augmente cette vocation, c'est vraiment le top de la notion de vocation. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, tout le monde parle de terroir, mais les grands terroirs, il n'y en a pas beaucoup. Alors que la vocation d'un sol, elle est moins. C'est plus une moyenne. Il ne peut pas y avoir de terroir sans homme, quelque part. C'est quand même l'homme, bon le vin on va en parler, mais la notion aussi de terroir, quand on parle de terroir, je pense qu'il faut voir que très souvent ce sont des produits qui sont fermentés. Hein, dans le maraîchage, la tomate ou la salade, il y a une vocation pour faire d'excellentes tomates ou les céréales. Déjà, avec le pain, il va y avoir une fermentation, on pourrait parler de terroir. Dans la notion de terroir, il y a la notion de fermentation de la céréale, du raisin, il y avait le tabac, le lait pour faire du fromage, puis on peut aller, bon là c'est pas de la nourriture, on peut aller sur les parfums. En fait, le café, le thé, on passe toujours par une phase de fermentation, et la fermentation va exaspérer en fait cette notion de vocation, va faire que le produit, on va pouvoir dire ça vient de tel lieu, de ce haut lieu. Les vins de Bourgogne, les vins de Bordeaux, les terroirs sont différents, les gens sont différents. Mais pour faire ça, il faut qu'il y ait un homme qui sache faire une fermentation qui va permettre de faire quelque chose de grand. Donc l'homme, il est dans son terroir, c'est lui qui va faire chanter son terroir. Ça représente pas grand chose. C'est pas grand chose, hein. Mais si on en met plus, la terre va pas l'accepter. Ah oui. Et c'est un rééquilibre à l'intérieur du feu. Ouais. Les différents éléments, le paramagnétisme. Maintenant la terre est bien vivante ici, c'est plein de trucs, c'est plein de l'herbe. Et la flore est porcinale. Oui, c'est fondamental, puisque c'est les microbes qui nourrissent les plantes. Les plantes sont incapables de se nourrir dans le sol. Elles vont se nourrir grâce aux microbes. Il y a deux types de microbes qui vont les aider, les mycorhizes, les champignons, qui vont les aider à absorber les éléments. Et puis les bactéries et actinobactéries qui vont transformer les éléments sous forme assimilable. C'est-à-dire que la plante, par exemple le fer, qui donne la couleur rouge à nos sols, s'il n'est pas transformé par les microbes, la plante, elle peut chloroser sur un sol rouge.
C'est-à-dire un seul plein de fer, les pieds dans le fer et le chlorose. Elle est incapable de l'assimiler. C'est les microbes qui vont le rendre assimilable. Or, les microbes vont rendre assimilables tous les oligo-éléments. Et les oligo-éléments, ce sont les cofacteurs des enzymes qui synthétisent les arômes. Donc, pas de microbes, pas d'arômes, pas de goût. Le concept du terroir, effectivement, d'ailleurs le mot terroir est très mal traduit. Hein. La plupart du temps, dans beaucoup de pays, le mot terroir, c'est terroir, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de vraie traduction du mot terroir. Parce que la France a une géologie extrêmement complexe, du fait d'avoir des roches volcaniques, des roches sédimentaires, des roches métamorphiques, un climat. On est bordé par l'Atlantique, la Méditerranée, les Alpes, donc du point de vue que ce soit géologie et même paysage, enfin, on dit que la France c'est un jardin. C'est rare, nous on voyage beaucoup, d'avoir en si peu de temps une diversité de paysages, même de construction, hein, puisque les villages sont très typés, et de sa géologie. Et les hommes, il y a très longtemps, ont défini cette... on parle de vocation, mais il y a très très longtemps qu'effectivement, en fait, il y avait certains produits phares en France. Et d'ailleurs, on mettait, même dans le maraîchage, on disait les fraises de Plougastel, le melon du Quercy, le melon de Cavaillon. D'ailleurs, le melon du Quercy et le melon de Cavaillon, au niveau goût, ça n'a rien à voir. Donc, pour moi, c'est pour ça qu'on a défini. Une ça s'est étendu au monde. Mais la notion de terroir, c'est parce que la France a cette chance d'être une diversité au niveau géologie, au niveau paysage, au niveau même de bordée de mer, que d'autres pays n'ont pas. Pourquoi on est parti dans la viticulture? C'est un peu... Enfin, je dirais c'est de ma faute. Hein. Il faut que j'en assume la totale responsabilité, je dirais. En fait, c'est moi qui ai voulu qu'on fasse du vin. Pourquoi du vin? C'est que... Et pourquoi, en fait, devenir quelque part agriculteur? Puisque un viticulteur, c'est quand même aussi un agriculteur. C'est que depuis, comme on a dit, le laboratoire a été ouvert en 89 et en fait on avait dans les conseils, on conseillait d'arrêter de défoncer les sols, de dire qu'il fallait mettre des couverts, de parler de certaines plantes qui sont mieux adaptées, la vocation. Donc en fait tout ça c'était dans nos conseils. Et beaucoup disaient, vous n'êtes pas agriculteur, qu'est-ce que vous y connaissez, ça ne marchera jamais, ça ne va pas pousser si je ne défonce pas, si je ne mets pas d'engrais, si je n'utilise pas le glyphosate, en fait tout ce que nous... Et donc là, à un moment, j'ai dit à Claude, on est toujours critiqué, tout le temps critiqué. Donc ça serait bien qu'on fasse une vitrine de ce qu'on conseille. Mais faire une vitrine en maraîchage, étant donné qu'on a toujours notre travail, c'est impossible, parce que le maraîchage, c'est très tôt le matin, très tard le soir, fait partout. La surface aurait pu se faire, mais le temps, impossible de gérer tout ensemble. La céréaliculture, il fallait beaucoup d'hectares, puis c'était pas vraiment notre truc. Et Claude et moi, on aime le vin, parce que c'est vraiment un produit qu'on aime. Et là, on s'est dit, ça va demander du temps, ça c'est sûr, mais on va peut-être pouvoir s'y retrouver. Taillé par Geoffrey. Oh oui, professionnel. Ah ouais. C'est bien ça.
Vous allez voir ça. Ah, mais si je trouve quelque chose qui ne va pas. Ah bah si vous regardez la taille, le haut. C'est sûr que là, ça va pas aller. C'était la première. Alors, c'est sûr. Il n'y a pas de chèque, hein. surtout le début était dur. Après, ça s'améliore un peu, soi-disant, mais. Et pourquoi ici? Alors ça, c'est aussi une longue histoire parce que notre laboratoire est en Bourgogne et c'est vrai que si on avait pu rester en Bourgogne, on serait resté en Bourgogne. Mais le problème, financièrement, absolument pas possible parce que c'est hors de prix. Même des terres qui sont encore enfin pas cultivées par la vigne, mais si on avait pris de la vigne, c'était absolument pas dans notre porte-monnaie. Donc on est parti, on a parcouru la France. Et puis on a regardé les sols et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de travailler pour quelqu'un ici et on s'est rendu compte que dans certaines parties du Lot, enfin de cette région, il y avait un trésor en fait, puisqu'on est sur une géologie qui est proche de la Bourgogne, surtout de Chablis, du Quiméridien fracturé, des pentes intéressantes, un climat peut-être plus chaud mais qui se rapproche un peu de la Bourgogne. Donc on s'est retrouvé un peu avec quelque chose qui se rapprochait à la Bourgogne. Voilà, la roche est fissurée, donc les racines peuvent s'enfoncer, il n'y a pas de sol trop profond, donc il n'y a pas de risque de vigueur, il y a un type d'argile particulier. La géologie du Quiméridien, c'est la géologie de Sancerre et de Chablis, où on fait des grands vins. Enfin, il y a toute une série de critères physiques, chimiques et biologiques qui on est sûr que c'est ce qu'on appelle un haut lieu. Disons qu'on a appliqué ce qu'on applique depuis... Enfin, en travaillant avec les vignerons, on a découvert ce que c'était que les grands... Comme on a fait plus de 10 000 analyses, on a des facteurs, on sait les facteurs importants qui permettent de savoir si c'est un sol à blanc, un sol à rouge, et on a trouvé tous les facteurs qui nous convenaient sur ce terrain qu'on a donc décidé d'acheter. Donc on a décidé de venir ici et d'appliquer tout ce que on disait. Donc on est parti d'une friche avec des arbres, avec des ronces. Les arbres ont été retirés sans défoncer les sols. On n'a pas concassé les cailloux. On n'a pas brûlé la matière organique, on a gardé tout. On a broyé toute la friche, on a gardé toute la matière organique. Les souches ont été extraites au croque-souche, on a broyé. Et ensuite on a passé un gros broyeur forestier pour garder tout ce qu'on appelle le bois raméal fragmenté sur le sol. Et on a planté au travers. Donc, ce qu'on voulait, nous, c'était un sol qui n'avait jamais eu d'engrais, parce que pour montrer qu'on peut faire une viticulture sans jamais apporter ni engrais ni pesticides, ce que les gens ne croient pas. Et ce que me dit Lydia, son défense, c'était démontrer qu'on peut faire pousser de la vigne, et même bien la faire pousser sans des grosses machines, sans des engrais, sans toute la chimie moderne. Alors sans engrais, comme le concept de l'engrais. Par contre, on utilise des amendements. Le compost, c'est un amendement. On utilise dans certains endroits de l'argile, des argiles à grande surface interne. Donc en fait, ça c'est de l'amendement. Mais la notion d'engrais, rajouter du phosphore, de la potasse et de l'azote, ça, en fait, l'azote, il est apporté sous forme de compost. Donc voilà. On a des moutons qu'on met en hiver jusqu'au débourrement de la vigne pour brouter toutes les herbes, donc ça permet de moins travailler, et puis ils fument, et voilà. Et on a des poules, des canards qu'on laisse dans les vignes parce qu'ils mangent les manges bourgeons, les canards, les petits escargots. Voilà. On a 6 cépages en blanc et 6 cépages en rouge. Tout en sélection massale. Quand vous avez une richesse génétique, vous avez une richesse aromatique. À l'heure actuelle, la sélection massale, c'est une population. C'est-à-dire qu'on va dire, on a du Cabernet Franc, c'est des très vieilles vignes. En général, il faut aller chercher des gens, des vignerons qui ont des vignes qui ont plus de 70 ans. Parce qu'à partir des années 70, pour aller plus vite et peut-être uniformiser et avoir quelque chose de plus, peut-être les rendements, le type de qualité, en fait on a cloné, c'est-à-dire qu'il y a eu une sélection des pépiniéristes dans ces massales que eux ont choisi
Et en fait, ils ont pris un bourgeon qu'ils ont multiplié. Donc en fait, c'est le même individu dans une plantation. C'est comme si moi ou Claude avait été multipliés, ou nos enfants. Donc c'est des jumeaux, des trijumeaux et tout. Et il y a eu un moment, il n'y avait même qu'un clone. Après, ils ont trouvé qu'il fallait avoir plus de clones. Donc c'est dans une sélection qu'ils ont fait. Tandis que dans une sélection massale, vous allez chercher des bois dans une population. Donc chacun a son petit, c'est comme nous, c'est comme une population. On est des hommes et des femmes, mais on ne se ressemble pas. Il y a des grands, des petits, et ça donne quelque chose. Ça donne en fait une complexité aussi au vin. Voilà. Donc le clone, il est, c'est trop identique. Et d'ailleurs, quand il y a une maladie, c'est possible que ce clone, puisque c'est toujours le même individu, se propage. Et la massale et peut-être les plants de massale sont plus résistants parce que ils sont pas tous identiques, quoi. Ça sent bon. Tu vois le parfum là? Donc là c'est vraiment... il est sur le point de couler en fait le raisin. On est tellement au bout de la fermentation. Je suis sûr que si on le pousse un peu, il reste au fond. Il est en flottaison mais... léger. Bien variétal comme on dit. On a bien la Syrah dans sa maturité. Vous l'avez appelé comment? C'est un arôme variétal, c'est-à-dire que tu as vraiment l'empreinte du cépage, quoi, de la variété de raisin. Ils ont tous une famille aromatique affiliée, on va le dire, comme ça. Et après, tu as bien sûr le terroir qui compte, la recette du bonhomme qui a vinifié. Et là, on sent bien la Syrah dans son jus, quoi. Toute simple, naissante, on va dire. Dans la fermentation, on va diminuer la part organique et on va augmenter la part minérale. Donc on va être plus sur le terroir. La fermentation, elle va attaquer la matière organique, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'elle fait? La levure, elle attaque le sucre et elle le transforme en alcool. Mais au cours de cette transformation, il y a énormément de gaz carbonique qui s'en vont, donc de l'organique. Donc il va y avoir la part minérale dans le vin va être de plus en plus importante au fur et à mesure de la fermentation. Dans un fromage, ça va être pareil. Au fur et à mesure que les levures et les lactobacilles vont attaquer le lait, ils vont dégager beaucoup de gaz carbonique et donc la minéralité du sol où se nourrit la vache ou de la chèvre ou de la brebis va s'exacerber. Donc le produit fermentaire, c'est ça, c'est enrichir en minéral, appauvrir en organique. Alors, voilà, donc là c'est la cave Gabriel. C'est là que tous les ans au mois de novembre, au mois d'octobre, on descend le nouveau vin et on remonte l'ancien, celui de l'année d'avant.
Donc ça se passe en une journée. Les fûts restent vides pendant 1 heure à peu près, le temps d'être rincés. Donc le passage en fût, pour certaines cuvées, c'est vraiment essentiel parce qu'on gomme les défauts de jeunesse par une microporosité du bois. Voilà, donc là, on peut voir les roches-grains, c'est la cuvée macérée 1 mois issue de gamay et grappé. Le gamaret, qui est notre cépage suisse qu'on a planté là dans nos terroirs siliceux, surtout, on va dire, des arènes granitiques. Voilà. Et puis va venir bientôt la syrah, parce qu'on l'a pressurée hier. Et ça veut dire que je lui laisse là le temps de décanter dans une cuve pour qu'elle fasse le plus gros de salis. Et ensuite, on va la soutirer pour la laisser sur lit fine pendant 1 an. Elle verra tous les cycles lunaires, toutes les pressions atmosphériques, les variations de température douce. Et dans 1 an, le vin sera, on va dire, équilibré, clair. On prendra bien sûr soin de houiller systématiquement, c'est-à-dire de combler le haut du fût pour qu'il y ait le minimum d'oxydation. Et voilà. Et écoute, on peut imaginer peut-être maintenant tirer un bouchon et goûter le résultat du travail. C'est parti. Le vin, il y a une fermentation, mais le vin, on va le goûter. Bon, un parfum, on va le sentir, le tabac, on va le fumer. Le fromage, c'est aussi, mais la notion de minéralité, quand on déguste un vin, les gens la décrivent d'une certaine manière. Cette minéralité, de dire le toucher de bouche, eh bien, on a une sensation, par exemple, de très tendu, de quelque chose qui vous tend. Là, très souvent, le terroir en profondeur était un terroir de roches, de cailloux, peut-être fissurés. Vous avez d'autres sensations où les gens disent j'ai l'impression d'avoir de la poudre, un peu poudre de chocolat. Bon, très souvent, c'est des vins qui sont... Il y a de la roche, il y a de l'argile, mais il y a une proportion importante de limon. Et le limon, il y a un côté poudreux. Et ça, si vous goûtez le raisin, qui n'est pas fermenté, vous ne le trouvez pas. Tandis que la fermentation va exacerber, en fait, ce qu'a expliqué Claude, c'est puisque les racines permettent la solubilisation de certains éléments venant d'une roche particulière ou d'une argile particulière ou d'un limon. Donc en dégustation, c'est la fermentation qui va exacerber ça, puisque c'est ces éléments, la fermentation va aussi synthétiser des arômes. Donc moi je dirais c'est ça, c'est qu'en fait la fermentation va exacerber le lieu. Non. Donc voilà, moi je suis dans un univers, je sais pas vous, hein, justement un peu levurien, je sais pas, un peu brioché. Brioché. Ouais. Là, je te rejoins là-dessus. Ouais. Et puis un aspect végétal et minéral à la fois. Donc ça peut être verveine, ça peut être une feuille de, je sais pas, un peu chlorophyllien, tu vois, froissé. Puis un aspect peut-être floral, alors plus sur des fleurs un peu épicées, type pivoine, mais... Et on a ouvert aussi un libre de tout appareil, hein, de tout artifice. Un vin tout nu, où il y a juste du raisin dedans. Un vin tout nu. Ben ouais, parce qu'il n'y a pas d'autre intrant que le raisin. C'est du jus de raisin fermenté. Cette cuvée vraiment là, enfin j'y tiens. Alors c'est une parcelle particulière aussi, qui est sur des granites, des sables granitiques avec un socle granitique assez proche du sol d'ailleurs. Et parce que voilà, faire un vin vraiment zéro soufre, zéro sulfite, c'est aussi peut-être un acheminement par la chaîne du froid, avec des clients particuliers au bout. Donc c'est une cuvée parmi d'autres. Sur mes autres cuvées, je le disais, selon comme je le sens, comme il goûte avant la mise en bouteille, je peux rajouter, on va dire, la moitié de la dose efficace du sulfite. Mais ça marche quand même. Voilà. Okay. C'est les microbes qui vont attaquer la substance, par exemple dans le cas du vin, ils attaquent le sucre en condition d'anaérobio, c'est-à-dire en absence d'oxygène, et elles vont le transformer en alcool plus gaz carbonique. Si vous les mettez en présence d'air, si vous faites fermenter en présence d'air, vous aurez du vinaigre. Donc là, c'est une autre réaction qui est aussi un dégagement de gaz carbonique, sauf qu'on va aller vers l'acide acétique puisqu'il y a beaucoup plus d'oxygène. Et là, c'est plus le même produit. Ça va servir à faire la salade. Donc c'est vraiment
les microbes qui, en attaquant, que ce soit des bactéries, que ce soit des levures, que ce soit des champignons, puisqu'en fait dans votre fromage, à la partie extérieure, c'est plus souvent des levures ou des champignons, qui d'ailleurs vont protéger le fromage puisqu'ils vont sécréter des antibiotiques, et c'est pour ça que la peau du fromage, au départ la fermentation elle servait à conserver l'aliment. C'est avec que les hommes ont découvert qu'ils n'avaient pas de frigidaire, hein, il fallait qu'ils trouvent des moyens de conserver les aliments. Et la fermentation est un système de conservation remarquable. Que ce soit le lait, il va tourner très vite, mais une fois que c'est du fromage, il va pouvoir durer longtemps. Le fromage, le vin peut durer même plus d'un siècle. Pareil pour tout ce qui va être les légumes lacto-fermentés, ils peuvent se conserver longtemps. La choucroute, ça se conserve longtemps. Donc au départ, c'était un système de... C'est parti comme ça, la fermentation. Hein. Il faut imaginer à l'époque la difficulté qu'on avait de conserver des aliments en absence de tout froid. Donc ils avaient développé cette méthode-là. Dès que tu ouvres un peu là, là c'est chaud. À 50 degrés, c'est brûlant quoi. Ah ouais. mais c'est comme ça qu'on voit les bactéries quoi. Ouais. On peut pas les voir, mais là ils se montrent quoi. Ça fume, ouais. Et je fais 10 jours, enfin ça sort de la bergerie, 10 jours en tas et puis retourner. Ouais. Au moins une fois, des fois même 2 fois pour arriver à un bon résultat quoi. C'est vraiment important de ne pas laisser traîner parce que là il y a déjà un peu de blanc. Les fumiers de brebis sont secs. Ouais, ça va encore. Hein. Les endroits tu vois un peu blanc là. Ça c'est que là. Oui. Ça manque, c'est trop sec là. Et du fait qu'il chauffe, là il doit être à 50 degrés facilement. Et de ce fait, il a une évaporation très, très élevée. Et ça fait qu'il sèche encore plus. Et déjà en mettant en tas, on a arrosé à fond avec un tuyau beaucoup de débit. Mais ça suffit pas, il faut le remouiller là. On va le remouiller et mouiller de nouveau. Donc un bon compost doit apporter de l'humus. C'est ça dont un sol a besoin. Pas d'engrais organique, hein, beaucoup de gens confondent. L'engrais organique fait le même dégât sur un sol qu'un engrais chimique. C'est pas d'engrais organique dont tu as besoin, tu as besoin d'humus pour s'attacher avec les argiles et former le sol. Donc c'est une fermentation aérobie, c'est l'inverse du vin, c'est pas anaérobique du tout. Donc il faut que ça soit bien aéré. Il y a beaucoup de composts qui sont anaérobiques, il y a des jus qui coulent de partout. Ceux-là, ils ne feront jamais d'humus. Donc c'est vrai que c'est tout un art le compost, parce qu'il commence par une phase thermique faite par les actinobactéries, qui va désinfecter le compost, donc éviter que les graines qui traînent soient fécondes, et ça va tuer aussi beaucoup de pathogènes. Et suite à cette montée en température par les actinobactéries, arrive la faune, qui va venir manger toutes les particules et qui va faire des excréments attaqués par les champignons, transformant en humus. Tu vois, il y a déjà des lambris là. Là, ils vont exploser. Hein. Là, quand tu es au moment où c'est vraiment super peuplé, tu prends un poignet, tu as autant de vers de terre, enfin de vers de compost que de la matière, de la paille et tout ça, tu vois, c'est énorme. Tout rouge. Ouais. Oui, et puis dans la notion de compost, ça dépend qu'est-ce que vous faites. Hein. Parce que si vous faites du maraîchage, c'est un compost qui aura besoin effectivement toujours de bois, mais il lui faudra une part animale plus importante que si vous faites du vin. Parce que dans la part animale, il y a de l'azote,
et qu'on exporte de la salade au moment où en fait elle est pas du tout au stade de graine. Le maraîchage exporte énormément d'éléments, dont l'azote, donc on va remettre mais le vin, en fait, on est à maturité et puis on ne veut pas qu'il y ait de dilution, il faut que ce soit concentré. Donc en fait, quand les gens disent « Ah ben j'ai mis tant de tonnes de compost, il y a tant d'animal » ou le rapport carbone-azote, c'est le même que s'il met dans son jardin, quelque part, il n'est pas en adéquation du produit qu'il veut faire. Si c'est un raisin de table, oui, mais si c'est un raisin pour fermenter, voilà. Et donc là, la science agricole, je ne sais même pas si je peux dire ça, mais en fait on n'enseigne pas ça parce que en fait l'ignorance permet à ces multinationales de vous vendre ce qu'ils veulent. Parce que bon, s'il n'y a pas d'azote, ça ne va pas pousser. Si vous ne faites pas ci, vous n'y arriverez pas. La quantité, par exemple dans le monde du maraîchage, on a vu des problèmes par ajout beaucoup trop important de compost par rapport au type de sol qu'ils avaient. Donc ils pensaient très bien faire, mais le sol n'était pas en capacité en une année de digérer cette quantité-là. Donc il y a eu des erreurs pour bien faire, mais qui ont amené des problèmes de pollution de puits à cause de ça. Pour réveiller déjà ce sol-là. Après vous pourrez passer aux tisanes, mais là il a vraiment besoin qu'on l'aide là. Il a vraiment besoin d'être aidé. L'homme l'a saccagé et maintenant on est responsable pour le remettre debout. Donc est-ce que le BRF ça aide? Alors c'est sûr que le BRF fera beaucoup de bien, mais il n'y a pas. Ici vous en mettez qu'une fois, c'est tout. Une fois pour réveiller, après c'est terminé, vous en mettez plus ici. Il y a assez de matière organique. Alors le BRF, c'est pas le mot. Est-ce que ça aère? Moi je le dirais pas comme ça. En fait le BRF c'est déjà, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le BRF. Et je pense qu'il faut remettre un peu les pendules à l'heure parce que vu ce qui se fait avec le BRF, si on continue comme ça, je pense qu'on va avoir plus de problèmes que de bénéfices. Donc le BRF c'est un produit, c'est effectivement du bois raméal, des rameaux qui sont fragmentés et qu'on met en surface et c'est pour restaurer un sol. C'est pas un paillage et beaucoup de maraîchers prennent le bois raméal fragmenté comme un paillage. On en met beaucoup et soit il n'est pas retiré, on en remet d'année en année et en fait on intoxique un sol parce que pour que la faune puisse consommer le bois raméal fragmenté, il lui faut plusieurs années. Le bois raméal fragmenté, c'est pour multiplier les champignons. C'est complémentaire quand vous avez un sol ici, ça peut faire quelque chose, mais vu la quantité de matière organique que vous avez, nous, on conseillerait beaucoup plus de mettre des céréales. Donc Claude dit on pourrait, mais c'est plus d'ouvrir de la matière organique, vous en avez. Alors que, par exemple, le professeur Lemieux, là au Canada, a énormément travaillé sur ce bois raméal fragmenté en Afrique, où là, il n'y a pas de matière organique et on est sur des sols, on est sur du béton. Et donc, ce bois raméal fragmenté, en remettant des champignons, la faune revient, le bois se transforme en compost et à ce moment-là, on restructure, on recrée, entre guillemets, du sol. Quand votre sol est restauré, après, vous allez sur le compost. Alors, vous n'avez plus besoin de rajouter du bois raméal fragmenté. Si vous l'incorporez tous les ans, vous repaillez avec ça, il y a un moment, vous allez intoxiquer votre sol. Donc, il faut faire très attention au bois raméal fragmenté. Ça peut être un excellent produit, mais ça peut être quelque chose qui n'est pas bon. Donc compost oui, mais pas forcément trop, puis ça dépend qu'est-ce qu'on veut faire et quel type de culture on fait. Et puis quel type d'argile et quelle quantité d'argile vous voulez dans votre sol. Il faut qu'il y ait un certain rapport entre la teneur en humus et la teneur en argile pour que le sol fonctionne. Si vous avez un sol sableux et que vous lui mettez plein d'humus, l'humus il descend dans la nappe phréatique, il pollue, puisqu'il n'a pas d'argile pour s'attacher. Donc la première étape, c'est connaître son sol. Et l'immense majorité des agriculteurs ignorent tout de leur sol. Au micro-organisme ou même, un vin vous l'élevez. On dit élever son vin. Dans la cave, c'est un élevage qu'on fait. Après la fermentation, et un fromage, il est élevé dans la cave. Après la fermentation, en fin de fermentation, on a un produit. Et on va le goûter.
Et après, on va décider, en fonction de l'année, parce que Claude a parlé tout de suite du climat, en fonction des années, vous allez décider de l'élever plus ou moins longtemps dans votre cave, dans des fûts en chêne, dans de l'inox, dans maintenant les œufs. Donc il y a une évolution aussi. Oui, c'est quelque part, on élève. On élève. Et puis dans les sols, en mettant du compost et tout, on multiplie, on fait une multiplication, donc on élève des micro-organismes. Oui, on pourrait dire qu'on est... c'est une forme de... Oui. On gère la fermentation de notre sol. Donc effectivement, si on applique le mot élevage aux microbes, oui, on est des éleveurs de microbes, comme dit Lydia, dans la cave, et éleveurs dans le sol. C'est une complexité incroyable. Il y a plus de 80% des êtres vivants sont dans le sol, hein, ils ne sont pas à la surface du sol. Donc c'est la plus grosse énergie biochimique de l'univers. Et l'agriculture industrielle fait comme si ça n'existait pas, quoi, comme s'il ne se passait strictement rien dans les sols, et que nous sommes tellement forts que nous pouvons remplacer le travail de tous ces microbes. C'est d'une prétention incroyable. Et le résultat, c'est la malbouffe. Mais c'est vrai que le jour où on pourra former correctement, mais c'est pas, pour le moment les gouvernements ne veulent pas, mais le jour où on donnera une formation scientifique aux agriculteurs, on leur expliquera comment fonctionne le sol, je pense qu'on fera à ce moment-là une agriculture qui produira de la qualité, qui sera durable. Mais comme ils ont un enseignement purement technique, absolument pas scientifique, on en est encore très loin. Dans combien de temps on acceptera de donner un enseignement scientifique aux agriculteurs, j'en sais rien. C'est pas moi qui prends les décisions. En tout cas, l'agro-industrie fera tout pour que la science ne soit pas enseignée aux agriculteurs, parce que ça permet, comme dit Lydia, de leur vendre n'importe quoi. Une personne avertie en vaut deux. Quand vous n'êtes pas averti, vous faites avoir. Ici, c'est le domaine familial. C'était une ferme avant. Il y avait, mon père avait 6 hectares de vignes, mon grand-père 4, mon arrière-grand-père 2, et moi j'en ai eu 27. On a travaillé au cheval jusqu'en 72, et puis après ça a été le miracle, la simazine. On mettait 5 litres de simazine à l'hectare, et puis on n'avait plus rien à faire pendant tout c'était le miracle. Puis exactement en quelle année, hein, les années 80, on a commencé le glyphosate. Avec mon père, on a été les premiers à utiliser le glyphosate dans le département. Et puis au bout d'un certain temps, on a trouvé que ça n'allait pas, qu'il y avait de l'érosion dans les sols, qu'il y avait des maladies, que le vin n'était pas bon, etc., etc. Donc avec Agnès, on a décidé de passer en bio. Donc on a fait ça sur plusieurs années, hein. On a commencé à y réfléchir sérieusement dans les années 90 et on a fini en 97 à faire le pas de passer en bio. Et puis après on a réduit la surface du vignoble, on a permis d'installer des jeunes, puisque on a fait tout ce qu'on a pu pour qu'il y ait des jeunes qui s'installent. On a eu du temps à passer en biodynamie, on a eu du temps, puis en fin de compte c'est parce que ça fonctionne qu'on est passé en biodynamie, un paysan c'est ça, c'est pragmatique. Et donc on a fait de la biodynamie, on a vu surtout sur l'état du sol, j'aime bien les histoires de sol. J'ai commencé à faire des essais sans cuivre, sans soufre dans les vignes, voilà, et on s'est intéressé à la vinification, parce qu'avec les changements de nature du raisin, les pH qui changent, les redox qui changent, on a eu des problèmes de fermentation, et plus fréquents, il y a toujours eu, hein, mais plus fréquents, et on s'est intéressé aux levures, et on s'est rendu compte, suite à des analyses qui ont été faites dans des sols qu'on suivait depuis un moment, qu'on était riche en bactéries, mais qu'on était vraiment très pauvre en levures, naturellement. Et les levures, elles sont présentes partout, hein, puisque la levure, en fin de compte, quand elle arrive dans le mou, elle manque d'oxygène, et donc pour compenser le manque d'oxygène, elle transforme le sucre en alcool, chaleur et gaz carbonique. Et le but, c'est d'avoir des mous qui fermentent bien et qui fassent du vin sans soufre, sans rien, et qui soit bon, quoi. Surtout qu'on retrouve une profondeur dans le vin, qu'on retrouve ce qu'est l'âme du vin en tant que tel. Et l'histoire, c'est dans sa tête de se dire voilà, on a un problème, il faut qu'on change. Et il faut qu'on trouve des solutions. Et y aller tout doucement. Il ne s'agit pas de faire un virage à 180 degrés. Hein, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'aller tout doucement, puis en fonction de son tempérament, en fonction de ce qu'on est.
Et donc voilà, grosso modo, on a créé aussi un laboratoire pour les sols, un laboratoire pour les sols, qui était basé sur la bioélectronique de Vincent. Où il y a un diagramme qui dit que si on est à tel endroit, on est dans une zone qui va favoriser les bactéries, sur un tel endroit les virus, sur un autre tel endroit, c'est le redox, c'est le pH et c'est la conductivité qui font la bioélectronique de Vincent. Alors là, on a essuyé un peu les plates parce que le pH du jus de vigne et de jus de feuille de vigne est très très bas et ne correspond pas au pH habituel des plantes. Le pH habituel des plantes, c'est 6 et des bananes, et on retrouve le pH partout. Voilà, c'est 6,2, 6,3, on le retrouve partout, dans toute la chaîne du vivant. Sauf que la vigne, elle est à 3, 4, 3, 5, et donc voilà, il faut qu'on trouve des solutions pour refaire le diagramme de la bioélectronique de Vincent et l'amener à quelque chose de plus efficace pour nous. Donc on met là, comme aujourd'hui, des composts qui sont adaptés à chaque sol. C'est pas le fait d'amener simplement de la matière organique, c'est aussi d'amener des éléments qui vont permettre le rééquilibrage et surtout les équilibres à l'intérieur du sol entre les différents minéraux, entre l'azote, enfin toutes ces choses-là. C'est vraiment, on est plus à la recherche d'un équilibre qui permette le vivant que de se dire voilà, j'ai un problème et je bourre un tas de trucs. On est dans l'accompagnement du sol comme on est dans l'accompagnement de la vigne, comme on est dans l'accompagnement de l'animal, etc., etc. On est plus là-dedans. Et que en fonction du sol sur lequel on est, le sol retrouve de l'auto-fertilité et qu'on soit dans un phénomène qui redevienne résilient et qui permette d'assurer la pérennité du vignoble et pour nous qui permettent d'assurer quantitativement du vin et qualitativement surtout, parce que c'est quand même mais on pourrait dire la même chose pour d'autres cultures. Nous on fait de la vigne, on fait de la vigne. Grosso modo, les analyses de sol en France sont faites comme dans les années, quasiment, comme dans les années 60. On est resté sur des choses relativement simplistes. Des laboratoires que je connais, il en a peut-être qui existent, qui soient performants. On est resté sur des choses relativement simplistes. J'ai fait une analyse une fois là, dans une parcelle qui est juste à côté, là, et où les paramètres étaient bons, sauf le phosphore. Tout était bon. Et j'ai dit c'est bon, je plante la vigne. Sauf que la matière organique était fossilisée, sauf qu'il y avait des blocages du fait de le manque de vie dans le sol, etc., etc. Donc ce qui fait que ça ne marchait pas. Mon analyse était bonne, mais ne donnait aucune indication sur la réalité ou ne donnait pas des indications suffisantes sur la réalité de ce qu'était la vie du sol. Alors il y a des choses qui... on travaille aussi bien évidemment avec ce que du CERF nous a plus ou moins appris. Oui, bien sûr. On travaille aussi avec ce que moi j'ai appris empiriquement. On a des notions, on sait un certain nombre de choses. On travaille avec ça. Mais... Alors, je vais quand même pas oublier de dire que voilà, il ne faut pas mettre de chimie de synthèse. C'est-à-dire, on est en bio, mais c'est pour éliminer la chimie de synthèse qui est le poison de notre société, qui s'instille dans tous les êtres, dans tout le vivant, et dont on mettra sans doute plusieurs décennies à se débarrasser le jour où on aura où la société en général aura compris ou aura accepté les difficultés de la chimie de synthèse. Je crois que c'est tant qu'on ne le fait pas, voilà, on continuera voilà, à avoir à compenser par le pétrole le manque de savoir agronomique et la pauvreté de nos esprits. À partir du moment où vous connaissez, vous pouvez dire j'ai pas besoin de ça pour telle raison. Mais quand vous avez l'impression de dire mais vous croyez vraiment que j'en ai besoin, vous aurez ces multinationales, elles ont des arguments qui sont très difficiles à combattre. Mais quand vous avez une vraie analyse
ou avec un profil, pour parler, on va revenir à la vigne, mais même des céréales. Un blé, il peut descendre à plus d'1 mètre, 1,20 m, 1,30 m, même plus, dans des sols à peu près corrects. Et ben, son garde-manger, on va dire, il est d'1,20 m, il n'est pas de 30 cm, quoi. Donc l'analyse, normalement, doit se faire, c'est ce qu'on fait, nous, la surface, le fond. On regarde quels éléments sont au fond, quelle activité on a, est-ce que les racines sont dedans, et si elles sont dedans, puis vous avez du magnésium, vous avez de la potasse, vous dites... Ben non, vous n'en avez pas besoin, puis vous dites à votre gars là qui vous dit qu'il faut mettre 30 unités ou 40 unités, ben non, regardez, j'ai ça au fond, mes racines sont là, j'en ai pas besoin. Mais ça, en fait, il faut qu'il y ait cette connaissance. Et les agriculteurs, le monde agricole ne connaît pas son premier outil de travail qui est son sol. C'est pas le tracteur, c'est pas la... C'est son premier outil. Ça, c'est une plantation de raisin de table qui a 3 ans. Et l'année dernière, j'ai repiqué de la consoude du jardin. Donc consoude qui a un petit côté invasif que j'aime beaucoup, parce que plus c'est invasif, plus ça couvre. Et moins on a de chance d'avoir de concurrence de graminées. C'est les graminées vraiment qui nous posent problème en concurrence avec la vigne. Donc, alors la seule question, c'est que la consoude, ça aime quand même l'humidité en général, et qu'on est dans une vigne. Mais je pense que la nature du sol ici devrait nous aider. C'est quand même un coin où on est sur des limons acides, où on a, alors en pion de vue indicatrice, là on le voit moins, mais on avait beaucoup de rumex, donc ça veut dire qu'il y a de la compaction. Et notre consoude, elle fait des pivots, donc elle va perforer aussi, c'est plutôt bien. Mais ces terrains-là, ils ont tendance à garder la fraîcheur. Ça veut dire que notre consoude, elle pourrait peut-être bien persévérer et couvrir le sol sous le rang. Et du coup, on éviterait totalement le travail du sol. Voilà, ça reste de l'expérimentation, mais c'est que ça se fait en fruitier déjà beaucoup. Et que ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, petite vision d'avenir déjà. Ouais, alors les poiriers c'est un... déjà, c'est une plante c'est un arbre qui était présent historiquement dans le secteur, dans les vignes. Pêcher, poirier, il y avait quelques amandiers aussi, étonnamment, parce qu'on n'est pas dans des latitudes de culture de l'amande. Mais ce sont des arbres qui ont l'avantage d'avoir des racines très pivotantes, donc qui se mettent moins en concurrence avec les racines de la vigne, pour la partie souterraine, qui s'accommodent l'une l'autre entre la vigne et le poirier au niveau mycorhizien. Ça se branche correctement, parce qu'il y a des plantes qui ne sont pas forcément... qui ne peuvent pas cohabiter au niveau mycorhizien. Et surtout, poirier et pêcher, c'est un feuillage finalement assez clair. Ça ne fait pas trop d'ombrage. Donc je pense que c'était les raisons pour lesquelles ils étaient cultivés, et je pense que les remettre en terre en intraparcellaire dans les vignes, ça devient vraiment cohérent. Donc ouais, l'idée c'est de partir, en fait, c'est qu'on ait un enracinement optimal. Et si on raisonne agroécologie et qu'on regarde ce qui se passe dans la nature, c'est pas des plantes qui sont transplantées. Et du coup, c'est vraiment le pépin qui tombe au sol, qui est dans un petit microcosme, un petit biotope qui va bien et qui finit par germer. Et voilà, donner un enracinement, une exploration du sol totalement naturelle, et surtout une orientation vers la lumière idéale, ouais, c'est ça, qui n'a pas été perturbée. Donc voilà, alors ça donne pas grand chose pour l'instant, hein. Mes petits poiriers, ils ont 1 an. Je les ai plantés à peu près tous les 10 cep. Pour avoir en gros, ici ça ferait 200 arbres à l'hectare en densité. Donc je vais garder le plus beau, et je vais greffer, si je veux manger des poires, je vais greffer poirier sur poirier. Voilà. On sait aujourd'hui que par exemple si j'avais mis du cognacier, le cognacier c'est un bon porte-greffe pour le poirier parce que ça donne plus de vigueur à l'arbre. En revanche, si on greffe un poirier sur un cognacier, eh ben, les racines vont drageonner et là ça va être un peu le bazar. Voilà. Donc à mon avis ça va monter, et c'est plutôt bien finalement, parce que on passe encore avec des machines dans les vignes. Et puis je pense que plus haut on a les premières charpentières, mieux c'est, je pense. Hein. La vigne elle a quand même besoin de lumière, quoi.
Donc les vignes qui sont sous l'arbre, elles sont peut-être plus irradiées et elles ont une meilleure initiation du fruit dans la fleur ensuite. Je sais pas, tu vois, il y a vraiment cette liane qu'est la vigne, elle a vraiment besoin de lumière sur le sarment, l'année N-1, pour faire du fruit l'année d'après. Donc ouais, je pense que l'ombrage, s'il n'est pas direct, c'est mieux, quoi. Cultiver en bon père de famille, eh bien c'est cultiver en pensant que la terre ne nous appartient pas, elle appartient à l'avenir, aux enfants, aux petits-enfants, et autrefois, c'était sur une agriculture qui était comme ça, c'est-à-dire qu'on apportait du compost et des amendements pour rendre la terre aussi durable que ce que le grand-père avait donné. Et en fait, c'est ça, en bon père de famille, parce que un père de famille faisait en sorte que le capital qu'il avait, il pouvait le retransmettre pratiquement de la même façon à ses enfants, ce qui n'est loin d'être le cas aujourd'hui. Donc c'est l'opposé de l'exploitant agricole. L'exploitant agricole exploite la terre et puis il n'aura rien à laisser à ses enfants, alors qu'avant on laissait un patrimoine. Allez, 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 allez. Hop, 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 hop. Là où on voit que c'est complètement sauvage, à l'époque c'était des jardins. Ouais, ça doit faire même pas une centaine d'années, c'était des jardins. Des jardins, il y a un puits là, et bon, tout était terrassé, les murs ils se sont écroulés, tout qui a poussé autour, mais il n'y a pas si longtemps, quoi. Transformation rapide, quoi. Un truc de dingue, quoi. Ouais. Et ici, quand tu regardes, quand tu fais l'horizon autour, il n'y a pas un mètre carré où tu ne trouves pas une trace des humains. C'est vraiment c'est fascinant de se balader dans cet espace garrigue sauvage et de voir que là, il y a des murets, il y a des aménagements, un petit escalier dans les murs, il y a tout ça, il y a encore des traces, même des plantations. Tu trouves des arbres fruitiers qui sont en état sauvage, qui ont repoussé, des fois à partir de porte-greffe, tu vois, c'est devenu des pommiers sauvages qui font des petites pommes et tout. Mais à la base, il y avait quelque chose de planté, quoi. Ce qu'on a constaté depuis 30 ans, enfin on a un petit espoir en ce moment, mais la microbiologie des sols a énormément souffert. Hein. On a des activités biologiques qui sont très faibles, les populations de colomboles, d'acariens, bon, on ne peut pas les chiffrer, mais dans des sols cultivés, il n'y en a quasiment plus. Vous allez en forêt juste à côté, ça grouille de colomboles, d'acariens, donc... oui, on a parcouru, on a fait beaucoup de profils, comme disait Claude au début. Il y a vraiment une urgence. Il faut quand même que les gens prennent conscience qu'il y a une urgence. Parce qu'on ne parle que de la terre, là. Mais en fait, tout est lié. Si vous avez une terre qui est en mauvais état, votre eau, l'eau des rivières et des nappes phréatiques, par des mécanismes de dégradation de sol, sont polluées. Hein. C'est dit dans beaucoup de parutions scientifiques. Et en plus, les nappes phréatiques se réduisent de plus en plus, parce que comme on n'a pas des sols poreux, donc la clé de cette durabilité, on en parle très peu, mais c'est le sol. Mais la biodiversité du sol s'effondre à la même vitesse que l'effondrement de la biodiversité des insectes, des mammifères, c'est pareil, tout le système biologique est en train de s'effondrer, puisque le sol est à la base de la pyramide alimentaire. Donc quand le sol va très mal, tout le système, donc on ne voit plus d'oiseaux, on ne voit plus de papillons, on ne voit plus rien, quoi. Il y a de plus en plus de gens qui sont allergiques au pain, le gluten, on entend le gluten, la lactose, les gens disent au melon, enfin, mais c'est incroyable. Là, on était avec un restaurateur qui a dit, vous n'avez pas idée la complication que vient quand on est dans un restaurant. Ça fait des années qu'il a ce restaurant, et il dit, mais il y a 20 ans, mais on ne se posait pas de questions, on n'avait pas ces problèmes-là.
Donc moi, je dirais que l'agriculture et la nourriture moderne a créé des allergies que moi, gamine, on n'en parlait pas autant. Les sols, les rendements s'effondrent partout sur Terre, donc ça montre bien que cette agriculture industrielle est au bout du rouleau. Les agriculteurs se suicident, on a de moins en moins de paysans, on a perdu 92% de nos paysans en France depuis le développement de l'agro-industrie, donc on n'a plus de bras, et l'État maintenant est en train de dire « Ah, comment on va faire pour la sécurité alimentaire ?» On ne peut plus l'assurer. On est incapable, on importe plus de 50% de nos fruits et légumes, 70% des compléments alimentaires pour les animaux. On est incapable de nourrir les Français, mais totalement incapable. Ici, là, dans le département où on est, le Lot, 70% du département est à l'abandon agricole. 70%. Parce que c'est des coteaux, parce que c'est compliqué à cultiver, on en sait quelque chose, on a fait notre vie là-dessus, et les gens ne veulent plus bosser. Vous savez, une fois que vous avez détruit une profession, comme a fait l'agro-industrie, pour la recréer, cette profession, vous savez, on va facilement de la campagne à la ville. Très difficile d'aller de la ville à la campagne. Nous, on voit plein de jeunes qui croient qu'ils vont faire des merveilles, puis qui n'étudient même pas le sol où ils arrivent. Ils disent, je vais faire du maraîchage. C'est pas un sol pour faire du maraîchage, qui se cassent les dents et qui, après, sont tristes, sont malheureux, sont dépressifs, parce que leur rêve, évidemment, il s'est effondré, parce qu'ils ont cru que c'était facile. On a fait croire que c'était un métier d'abruti, les ploucs, les cutéreux, c'est le métier le plus complexe du monde. Il faut connaître le sol, il faut connaître la météo, il faut connaître la physiologie des plantes, des animaux, c'est un métier d'une complexité énorme. Et on a fait croire aux gens que c'est très simple. Ils débarquent, la Marie-Antoinette avec les moutons, les petits nœuds en soie dans le cou, non, c'est pas comme ça, c'est très compliqué, très très compliqué. Pour en vivre, je parle. Donc ils vivent tous grâce aux subsides de la PAC. Mais il y a très peu d'agriculteurs en France qui vivent de leur métier. Si, les vignerons, il y a des vignerons qui vivent de leur métier, mais l'immense majorité des agriculteurs vivent de subventions, ils ne vivent pas de leur métier. Robe éclatante, croûte tourmentée, un fromage de caractère. Pays d'Auge ? Intense, boisé, affirmé, il a du nez. Un bouquet de saveurs, c'est un camembert Langto. Ils en jouent énormément. Hein. Ils jouent sur le terroir et ils jouent aussi toutes ces publicités où on vous montre les grands-mères qui vont manger tel produit et tout, ce côté du passé. Il n'y a qu'à regarder les publicités qui font référence à la fermière qui fait à la louche le fromage blanc, mais il y a longtemps qu'il n'y a plus de louche et qu'il n'y a plus de... Donc en fait on joue sur cette notion de l'esprit d'autrefois, d'une nourriture d'autrefois, mais on en est à 100 lieues. On vend du rêve, mais c'est un véritable mensonge. Ils ne savent pas le faire, donc ça les gêne. Et quand ils le font, ça crée des accidents. Ils le font à un niveau industriel. Regardez les fromages. Dans les fromages. Les fromages, c'est hyper calibré maintenant. Alors qu'avant, fait au lait cru, il y avait un certain nombre. Si vous avez interviewé Berthet, il parlait des populations pour qu'un fromage ça n'ouvre pas la niche à une salmonelle. Il faut qu'en fait, il ait énormément de microbes. Parce que c'est comme ça. Et la stérilité, d'abord, ça n'existe pas. Et on voit beaucoup d'intoxications alimentaires avec des produits qui sont tellement stériles au départ, mais après la moindre salmonelle, elle a un champ mais complètement libre et elle se multiplie. Alors que quand il y avait, mais on lutte, tous les fromages, les vrais fromages fermiers, ça devient de plus en plus compliqué. Et les bébés qui sont allaités par leur mère, ils avalent énormément de microbes. Pas seulement les microbes qu'il y a sur le téton, mais les microbes qu'il y a dans le lait de la mère, et qui va lui apporter toute une microflore, va créer sa microflore intestinale. Et il faut au contraire que l'enfant ait une microflore intestinale, sinon il va être allergique. Vous avez raison, les produits de fermentation, c'est... il faut manger de la choucroute, il faut et le Japon, du fromage, du vinaigre, du vin, c'est très très important pour la santé. Au Japon, ils ont un nombre, on a eu la chance d'aller dans ce pays pour le vin, mais en fait on a visité un marché, en fait les légumes fermentés, magnifique, hein, c'est magnifique, et ils en mangent. Incroyable. Ils mangent énormément de produits fermentés. Ah oui, il faut manger de la choucroute. Et tout est très bien étudié. La choucroute alsacienne, avec de la charcuterie dedans, pour la rendre digeste, il faut boire du vin blanc.
Pas du vin rouge, du vin blanc. Tout ça, c'était très étudié. Avec le fromage, il faut prendre du vin blanc, pas du vin rouge. Sauf certains fromages comme les époisses, mais la plupart des fromages, vous les digérez mieux avec du vin blanc qu'avec du vin rouge. Donc tout ça, ça s'est mis en place au cours des milliers d'années par essai, par erreur. Et maintenant, on vous dit un verre de vin, ça y est, vous allez mourir, vous allez faire un cancer. Enfin non, mais on est devenu complètement fou, quoi. Et par contre, on va laisser les jeunes se détruire la santé avec des vodkas industriels, avec du whisky industriel, avec des ricards, enfin avec des cochonneries industrielles qui, elles, sont vraiment dangereuses pour la santé. Le vin n'est pas si on en boit un verre ou 2 verres à table, c'est quand même pas une drogue au même titre qu'un alcool fort, on ne peut pas les comparer. Et la publicité, on vise toujours un verre de vin. Maintenant, ça commence à changer, mais au départ, c'était toujours un verre de vin. L'alcoolisme monte en France et la consommation de vin ne cesse de s'effondrer. Et personne ne fait la relation. Personne ne fait la relation. Bon, c'est vrai qu'autrefois on buvait beaucoup, d'abord parce que c'était un apport énergétique et qu'on avait une activité physique. Donc c'est vrai qu'en 1900, les Français buvaient 300 litres de vin par habitant et par an. Bébé et vieillard compris, donc ça buvait dur. Bon, mais c'était des gars qui portaient des sacs de 100 kilos de grains sur le dos. Bon, il y a une activité, les mineurs, ils étaient à 40 degrés au fond à taper sur du oui, mais puis le degré alcoolique du vin était plus était faible. À 8, bon, mais c'est vrai qu'ils buvaient beaucoup. On peut mourir de tout, hein. C'est la consommation, c'est l'excès. C'est ça qu'il faut réguler chez les gens. Il y a un joli proverbe espagnol qui dit « Celui qui ne boit pas de vin est un agneau, celui qui boit du vin est un lion, celui qui en boit trop est un cochon ». Et c'est exactement ça, cette notion d'équilibre des choses, quoi. Manger de la viande 2 fois par jour, c'est de la folie, c'est pas bon pour la santé. D'ailleurs, on voit réapparaître la maladie des aristocrates qui mangeaient beaucoup de gibier. On voit de la goutte qui réapparaît en Occident, c'est les gens mangent trop de viande. Donc l'excès de quelque chose n'est pas bon. Aujourd'hui, donc on fait du maraîchage sur un demi-hectare à peu près. On a une 40aine de brebis et une chèvre. Et il y a 3 ânesses aussi qui travaillent avec nous en traction animale. Et aujourd'hui, on est complètement autonome au niveau de la fumure, disons très large, parce que ça va au-delà de nourrir les plantes, mais on est en constante augmentation de taux d'humus dans nos sols. À 2%, les conseillers de la Chambre à l'époque, ils regardaient nos sols et ils disaient « Ah, il faudrait mieux faire la poterie que du maraîchage là-dessus ». Et on ne s'est pas laissé décourager, on était assez naïfs et enthousiastes pour attaquer la chose. Et aujourd'hui, bon, ça a beaucoup changé parce que justement, grâce à nos ramasseuses de matière organique qui pâturent sur aujourd'hui une trentaine d'hectares autour dans la garrigue et qui amènent toute cette matière organique et qui le transforme une merveille en or du jardinier, quoi. Ah ben oui, déjà le ramasser ce sera compliqué parce que la garrigue c'est des murets partout, c'est des pentes, et puis après la transformation, ben, je ne sais pas faire, non, ça c'est les estomacs des ruminants qui sont bien mieux faits que... Non, impossible. Non, impossible. Développe-le, mais je pense que là... agro-silvo-pastoral, c'est-à-dire le champ, la forêt et l'élevage, c'est la seule façon de faire une agriculture durable. Et oui. Parce que la bête apporte une microflore, en partie la vache, les bovins, les ruminants, apportent au sol une microflore bien particulière qui stimule la microflore du sol. Deuxièmement, quand vous les mettez en prairie,
Attention, hein, là je ne parle pas d'élevage industriel, ça l'élevage industriel c'est une catastrophe pour l'agriculture. Je ne parle pas de ça, ça il faudra un jour ou l'autre interdire l'élevage industriel. Mais si on veut faire une agriculture durable, il faut absolument qu'il y ait des pâtures, et parce que la pâture permet de faire une rotation. C'est-à-dire que quand le sol est sous pâture, il y a les bêtes qui laissent leurs excréments, qui ruminent, qui font travailler toute une microflore dans le sol, et quand ensuite vous changez la pâture, vous mettez des céréales, vous allez avoir une très belle production de céréales. Donc, et la haie, elle sert non seulement à nourrir le bétail, mais elle va permettre de faire rentrer de la lignine dans le sol, elle va permettre de fournir des fleurs aux abeilles et aux insectes. Hein, pareil, si vous avez faites du foin, vous avez des fleurs, s'il y a des fleurs, il y a des abeilles. Comme maintenant il n'y a plus de foin puisqu'on fait de l'ensilage, hein, maintenant on coupe l'herbe avant qu'elle soit en fleurs, les abeilles n'ont plus rien à manger et elles meurent. Bon, s'il y avait comme autrefois toutes ces prairies pleines de fleurs comme il y avait quand j'étais minot, les abeilles elles avaient tout ce qu'il fallait pour se nourrir, mais il n'y a plus rien. Donc c'est absolument indissociable, il faut les arbres, il faut la prairie et il faut la céréale, ça il n'y a que comme ça. Ouais. Et puis en agriculture aussi, là il y a des terrains autrefois, bon après il y a des rotations, mais vous avez des sols où en fait vous ne pouvez, la vocation de ce sol, quand il est humide, quand il est très argileux, eh ben, sa vocation c'est d'avoir des animaux. Si vous avez un sol qui est très très riche en argile, pour aller faire de la céréale et puis des argiles qui ne sont pas forcément de qualité, c'est des sols qui vont se gorger d'eau quand il va pleuvoir, ben en fait on mettait la prairie, on mettait des animaux. Il y avait, mais comme dit Claude, en fait, le scandale de l'élevage, c'est l'élevage intensif. Mais l'animal, il est effectivement indispensable. Mais nous, on est très très critiqués par les véganes. Hein. C'est vraiment très très dur. Hein, pour leur faire comprendre que si on supprime l'animal, parce qu'ils disent « Ah mais de toute façon, il y a des animaux dans la forêt et tout », mais la part de ces animaux dits sauvages, hein, mais je crois que c'est 2%, 98% des animaux sont en élevage. Les poules, les lapins, les moutons, les vaches, les cochons, c'est de l'élevage. Hein. Mais ce qui est dramatique, c'est la manière dont on élève. Ça, c'est scandaleux. Mais une vache au pré, elle fait sa vie, et puis bon, bah, il y a un moment, elle s'en va. Allez, allez. Enfin bon, toutes les civilisations sont basées là-dessus. On ne serait pas là, ces gens-là ne seraient pas là. Enfin, il faut voir aussi ça, quoi. Alors l'élevage industriel, il dégage du méthane. Une vache qui est à l'herbe, elle ne dégage pas de méthane. C'est les vaches industrielles qui mangent de l'ensilage, qui ont donc une fermentation anaérobique et qui se mettent à dégager du CH4. Donc l'élevage industriel, il pollue l'atmosphère, il participe au réchauffement climatique. Et puis il pollue terriblement parce que le lisier, il n'y a plus de fumier, il n'y a plus les bonnes bousses des vaches qui étaient bien nourries. Maintenant, c'est une espèce de lisier liquide qui fermente en anaérobiose. Et quand vous mettez ça sur le sol, vous tuez tous les vers de terre. C'est-à-dire que l'élevage industriel détruit les sols et participe au réchauffement climatique. Donc si on réfléchit dans une notion d'environnement, il faut interdire l'élevage industriel parce qu'il est terriblement nocif pour l'environnement. Mais des bêtes qui ruminent tranquillement à l'ombre des arbres dans une prairie, mais au contraire c'est excellent pour l'environnement. C'est tout un équilibre. C'est pour ça que les véganes, ils ne comprennent rien à ça, ils ne comprennent pas que la vie est un équilibre. L'agriculture c'est une domestication de la nature. La nature, il y a quoi? Il y a de la forêt, il y a de la prairie, il y a des animaux. Et ça, on ne va pas changer cet équilibre qui a 3 milliards d'années. Il ne faut pas rêver quand même. Les gens, vous savez, le problème, c'est que le citadin n'a plus cette approche globale du monde vivant. Il est trop privé de la nature, il en est trop loin. Donc, il ne comprend pas ce qui se passe. Bon, maintenant, ils ont raison de crier contre l'élevage industriel. Là, je suis 100% contre cette façon de traiter les bêtes. Et qu'on mange trop de viande, ça aussi. Ça aussi, oui. Mais c'est là qu'il faut... c'est pour ça que je dis, en fait, la cible n'est pas la bonne. La cible n'est pas la bonne. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, quoi. C'est clair que c'est des miracles, quoi, quelque part. Le mystère de la vie, quoi. Du moment où ce petit fenêtre entre la mort et la vie, et c'est pas entre la vie et la mort, c'est entre la mort et la vie, parce que après la mort, la vie commence. Et c'est ça qui... C'est très touchant et je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui qui ont cette sensation.
C'est pas une approche scientifique, c'est plutôt mais d'être proche et confronté à ça dans le quotidien. Et je pense qu'il y a, tu recules un siècle ou deux, pour les gens c'était quelque chose de complètement normal. Parce que la mort faisait partie du quotidien, on tuait des animaux, et ce charnier entre la mort qui donne la vie en fait. Et ces cycles-là, ils sont un peu disparus des écrans, hein, des gens normaux, quoi. Enfin, des gens qui ont un boulot comme ça, et on n'est pas nombreux à plonger là-dedans, et c'est quelque chose de très... C'est un privilège en fait, je trouve, quoi. Parce que ça donne une qualité de vie en fait. Ben, la première chose, il faut qu'il apprenne à connaître son premier outil de travail qui est son sol. Il faut qu'il remette de la science dans ce métier d'agriculteur. C'est la première chose, c'est la clé. C'est vraiment la clé. Quand il comprendra son sol, et que ce sol peut faire ça, sans y mettre... Parce que plus on s'éloigne sur la vocation d'un sol, sur ce qu'un sol peut faire, plus en fait l'agriculteur devra travailler, rajouter des fertilisants, de la matière organique. En fait, il n'est pas en accord. Donc, connaître son sol permettra, c'est vraiment la clé, c'est la première clé. La première chose à faire, c'est remettre de l'enseignement scientifique. Quel est mon sol? Quel est mon premier outil? Tous les sols ne sont pas les mêmes. La profondeur, le taux de matière organique, qu'est-ce qu'ont fait les anciens? Ils sont différents. Et on ne peut pas appliquer la même méthode à tout le monde, c'est pas vrai. Et le deuxième conseil qu'on peut donner aux agriculteurs, c'est arrêter les clones, revenir sur des variétés anciennes, des races anciennes, adaptées régionales, pas faire descendre du charolais en Provence, garder cette adaptation que les anciens ont fait quand même des milliers de variétés de blé, des milliers de variétés de fruits, etc. Revenir sur ces variétés en sélection massale et continuer la sélection localement. Donc si on connaît son sol et si on sélectionne localement ces variétés, on échappe à l'agro-industrie. Ça, c'est les deux grands conseils qu'on peut donner aux agriculteurs. Hein. Ah oui, puis troisième conseil, chaque fois qu'ils le peuvent, faire du produit fini et le commercialiser. Donc pas livrer son raisin à la coopérative, mais faire ses bouteilles, faire du fromage au lieu de vendre du lait, tout ce qui va être circuit court, faire sa choucroute soi-même quand on cultive le chou, faire son pain s'allier avec un boulanger, ou même devenir boulanger cultivateur, pour pouvoir faire un produit fini sur lequel on va récupérer les marges et on va pouvoir vivre beaucoup mieux sur le plan économique. Donc ça sera le troisième conseil, chaque fois qu'ils peuvent. Ça ne veut pas dire ne rien faire. Parce qu'on voit des gens qui disent « je suis en bio, je fais plus rien ». Non, l'agriculture c'est un apprivoisement de son sol, puisqu'on va faire, si on fait une rotation, mais dans la nature c'est pas forcément... Donc ne pas penser, moi je laisse tout, l'herbe, machin, non, la nature va l'aider, va nous aider, mais en fait on l'accompagne et on travaille. Je fais le plaidoyer pour le naturel. Et c'est pas un plaidoyer intellectuellement rétrograde. Je pense même que c'est beaucoup plus en avance que le fait de jouer à l'apprenti sorcier dans un laboratoire. C'est de se dire, on vit dans un monde, il ne ressemble pas au laboratoire, il n'est pas une vitro, hein, une vivo. Quand on est dans quelque chose de systémique, on bouge un truc, ça ne va pas faire bouger comme on veut, etc., etc. Donc ça nécessite une approche intellectuelle, et on a la chance, nous autres humains, en général, de pouvoir réfléchir, etc., etc. Et puis il faut bien qu'on vive Et donc il faut trouver des solutions, mais ça ne sera pas la chimie qui nous les amènera.
Ça ne sera pas la chimie de synthèse, c'est complètement évident. Ça sera forcément les phénomènes naturels que beaucoup de gens étudient avec brio. On a parlé de Ducerf, on a parlé de Solos, tu peux parler de Bourguignon, etc. Et puis il y a des gens qui font de la recherche lourde. Je t'ai parlé de mon copain là, qui fait de la recherche lourde en mécanique quantique. Enfin, on a les éléments, on a la capacité. Sauf qu'il y a des blocages. Il y a des blocages dans notre société, des blocages dus à des croyances. J'appelle ça vraiment des croyances, quasiment proches du religieux, qui est d'imaginer que d'une manière démiurgique, nous serions capables de créer des choses qui vont nous sauver du climat, nous sauver de la faim, nous sauver, etc. Soyons humbles. Et profitons de l'immense richesse que nous donnent tous les phénomènes naturels. On en a bien assez. C'est pas la peine d'aller inventer des trucs dont on sait qu'ils ne marchent pas. C'est-à-dire, c'est plus à démontrer ça. C'est bien documenté. Et on continue. Voilà. Alors, je laisse. On peut imaginer sans doute chacun pour quel type de région on continue, quel type de raison. Après, voilà, je crois que bientôt on n'aura plus le droit de dire ce que je dis, que des lois sont en train de s'écrire pour effectivement empêcher qu'on dise des contre-vérités, et que si je dis, faut peut-être se poser des questions, et bien ça, je ne vais pas avoir le droit de le dire d'ici très peu de temps. Voilà, bon, c'est la situation de notre société. C'est ça, c'est peut-être cet avilissement, ou comment dire, cette ignorance cultivée. On va pas faire les conspirationnistes, mais il y a un moment donné, il y a ceux qui produisent et ceux qui vendent, quoi. Et ouais, le marchand d'engrais ou le marchand de tracteurs, il a plein de raisons pour que tu crois en ce qu'il va te dire, quoi. Il y a une connaissance du lieu à avoir. Il y a beaucoup de modestie parce qu'on n'est pas au-dessus, on n'est pas au-dessus de tout ça. La vie en elle-même, autant d'un végétal que d'un animal, elle nous replace dans la vie justement. Et moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on arrête de raisonner en exploitant agricole ou en prédateur et être dans l'humilité. Essayer de comprendre ce qui se passe parce que c'est plus complexe pour moi que ce que je croyais. Des fois, il y a même des choses qu'on ne comprend pas, qui fonctionnent, et c'est très bien comme ça. Comprendre, connaître, eh ben, ça aide énormément et ça fait avancer. Ouais. Moi, je me suis sentie plus d'une fois seule. Quand vous marchez, quand vous êtes à contre-courant, parce qu'en fait on a été très tôt à contre-courant. Dans les années 84, parler d'agriculture avec Suzanne et Victor, ils étaient à contre-courant. Donc en fait vous soulevez des foudres. On a eu des soucis, surtout Claude, à l'INRA. Maintenant on est nettement moins seul. Parce que c'est dans la mouvance. Mais je prends l'exemple de l'Institut national de recherche agronomique qui en fait disent, ils sont petits, c'est de l'artisanat ce qu'ils font. Nous, on a la puissance, on a l'argent, on a plein de chercheurs, on a le matériel, tandis que eux, c'est de l'artisanat. Donc en fait, quand vous êtes à contre-courant, vous êtes toujours seul. Enfin, moi, c'est mon opinion. D'ailleurs, dans peu de temps, je pense que l'INRA annoncera que c'est elle qui a inventé l'agriculture biologique. Donc, vous êtes toujours comme ça, hein, quand vous êtes pionnier, on vous pille, non, on vous critique terriblement, mais on vous pille par derrière. Donc, oui, on se fait piller. Mais je ne me sens pas seul, non, parce qu'on a rencontré tellement de monde, des gens fantastiques, des gens... Oui, mais c'est pas... Enfin, moi, c'était pas dans cette question, bien entendu. Tu rencontres des gens, mais... C'est vrai que quand on a démarré, il y avait des semaines, parce que Lydia, on avait monté le laboratoire dans la cave de la maison, et puis je rapportais les échantillons, et Lydia les analysait, il y avait des semaines, je rapportais rien, je me suis claqué la porte au nez par les agriculteurs. Le nombre de fois où on a douté, Claude, on a dit on se trompe. Quand tu commences à dire ça, c'est bien parce que combien de fois on s'est dit non mais c'est nous qui avons tort, quoi. Parce que tout le monde va dans l'autre sens et nous on rame pour... mais le temps a passé, donc tu as oublié. Par contre, quand vous allez à contre-courant, vous allez vers la source. Il y a l'intérêt d'aller à contre-courant. Donc Claude n'est pas seul et moi je suis seule.
Comment dois-je le prendre? Voilà.